Et si l'on vous remplaçait sans jamais vous interrompre? Imaginez une scène très calme, pas une scène de catastrophe, pas une salle blanche remplie d'alarmes, pas un réveil brutal dans un corps de métal, seulement une chambre silencieuse, une lumière douce sur le plafond et une voix qui vous dit, presque avec délicatesse, « Nous allons remplacer une partie de votre corps, une partie seulement. Tout ira lentement. Vous resterez conscient. Vous continuerez à entendre votre nom. Vous continuerez à répondre. Au début, cela ne semble pas si étrange. Après tout, nos corps changent déjà. Nous perdons des cellules. Nous cicatrisons. Nous vieillissons. Nous oublions certaines choses. Nous en apprenons d'autres. Le visage dans le miroir n'est jamais exactement celui d'hier. Et pourtant nous disons « c'est moi ». Mais imaginons que le remplacement continue. Une articulation, puis un organe, puis une main, puis un œil, puis une partie du cerveau, cellule par cellule, circuit par circuit, sans que votre conscience semble s'éteindre. Chaque matin, vous vous réveillez, vous reconnaissez votre chambre, vous vous souvenez de votre enfance, vous avez les mêmes peurs discrètes, les mêmes goûts, les mêmes petites manies. Les autres vous parlent comme avant, vous signez avec le même nom. Alors, à quel moment faudrait-il dire que vous n'êtes plus vous? Si l'on remplace 10% de votre corps, vous existez encore. 20% probablement aussi. 50%, la question devient plus froide. 99%, l'esprit commence à hésiter. Et si l'on remplace tout, mais jamais d'un seul coup? La personne qui se tient là, à la fin, peut parler avec votre voix. Elle peut aimer ceux que vous aimez. Elle peut se souvenir de ce que vous avez vécu. Elle peut même avoir peur de ne plus être vous. Cette peur, justement, semble très humaine. Ce soir, nous allons entrer dans l'un des plus vieux labyrinthes de la pensée, le paradoxe de Thésée. On l'appelle souvent le bateau de Thésée. Une vieille histoire de planches, de réparation, de mémoire et de continuité. Mais derrière ce bateau, il y a une question beaucoup plus intime. Qu'est-ce qui fait qu'une chose reste la même? Et surtout, qu'est-ce qui fait que vous restez vous? Votre corps, votre matière, votre mémoire, votre conscience qui ne s'interrompt pas, le regard des autres, ou simplement une histoire que l'on continue de raconter avec le même nom? Nous allons avancer doucement, comme dans un port la nuit. Un bateau ancien flotte dans l'obscurité. Une planche craque. Quelqu'un la remplace. Puis une autre. Puis une autre, encore. Et sans bruit, la question commence à respirer. Le vieux bateau conservé par Athènes, la version la plus célèbre de cette histoire vient de l'Antiquité. Dans le récit de Plutarque, Thésée est le héros qui revient de Crète avec les jeunes Athéniens sauvés du Minotaure. Son bateau, selon la tradition, aurait été conservé par les Athéniens pendant très longtemps. On voulait garder ce navire, pas seulement comme un objet utile, mais comme un souvenir, un témoin, un morceau matériel d'une histoire commune. Seulement, le bateau en bois vieillit, le sel ronge, l'humidité travaille, les planches se fendent, le temps entre dans les fibres. Alors les Athéniens font ce que font tous ceux qui veulent conserver quelque chose de fragile. Ils réparent. Une vieille planche est retirée. Une nouvelle est mise à sa place. Puis plus tard, une autre. Puis encore une autre. Le bateau reste visible. Il reste au port. Les enfants peuvent le regarder. Les anciens peuvent dire « c'est le navire de Thésée ». Mais au fil des années,
Les planches d'origine disparaissent une à une. Et le navire que l'on montre encore porte peut-être le même nom, la même forme, la même fonction, mais plus la même matière. Est-ce encore le bateau de Thésée? La première réponse vient presque toute seule. Oui. Bien sûr. Il n'a pas été détruit. Il a été entretenu. Il a traversé le temps par réparation. Nous faisons cela avec des maisons, des cathédrales, des instruments, des villes. Nous ne disons pas qu'une maison cesse d'être la même maison parce qu'on a changé une tuile, puis une fenêtre, puis une poutre. La continuité semble sauver l'identité, mais une deuxième voix se lève. Si plus aucune planche d'origine n'est là, qu'est-ce qui reste exactement du bateau initial? Une forme, un nom, un emplacement, une histoire? Puis le paradoxe devient encore plus piquant. Imaginons que les vieilles planches retirées aient été gardées, pas jetées, pas brûlées, rangées soigneusement dans un atelier. Puis, des années plus tard, quelqu'un les réassemble. Une par une. Il reconstruit un second bateau composé de toutes les planches originales. Maintenant, il y a deux bateaux. Le premier est celui qui a été continuellement réparé. Il a gardé la place, le nom, l'usage et la ligne historique. Le second est celui qui contient la matière originale. Lequel est le vrai bateau de Thésée? S'ils sont tous les deux le même bateau, alors deux bateaux distincts seraient un seul et même bateau. Cela semble impossible. S'il n'y en a qu'un seul, lequel choisir? Celui de la continuité ou celui de la matière? Déjà, la pensée se divise, et nous n'avons encore parlé que de bois. Pourquoi une planche ne fait pas peur? Mais toutes les planches, oui. Le paradoxe est puissant parce qu'il commence avec quelque chose de presque banal. Remplacer une planche ne nous trouble pas. Un bateau a besoin d'entretien. Un objet peut rester lui-même malgré de petites réparations. Nous acceptons cela sans effort. Le problème vient de l'accumulation. Une planche, cela va. Deux encore. 100 peut-être. Toutes les planches, soudain, nous hésitons. Mais où placer la frontière? Si le bateau cesse d'être le même quand on remplace la dernière planche originale, alors cette dernière planche aurait un pouvoir étrange. Avant elle, l'objet était encore lui-même. Après elle, il ne l'est plus, comme si une seule pièce portait toute l'identité. Cela paraît arbitraire. Si le bateau cesse d'être le même plus tôt, à 50% par exemple, pourquoi 50 et pas 49? Pourquoi une majorité de matière déciderait-elle de l'identité d'un objet qui a aussi une forme, une fonction, une histoire? Nos intuitions ne parlent pas d'une seule voix. Quand nous pensons à la matière, nous voulons suivre les planches originales. Quand nous pensons à l'usage, nous voulons suivre le navire réparé. Quand nous pensons au récit, nous voulons suivre ce que la cité a continué d'appeler le bateau de Thésée. Le paradoxe montre donc une chose très simple. Le mot même ne veut pas toujours dire la même chose. Parfois, dire qu'un objet est le même signifie qu'il est fait de la même matière. Parfois, cela signifie qu'il a la même forme. Parfois, qu'il remplit la même fonction. Parfois, qu'il occupe une continuité dans notre monde social. Une alliance peut rester la même alliance même si on la polite et qu'on la répare. Une ville peut rester la même ville alors que presque tous ses habitants, ses bâtiments et ses routes ont changé. Un livre peut rester le même livre même s'il existe en milliers d'exemplaires différents. L'identité n'est pas toujours une propriété simple posée dans les choses. Elle dépend aussi de la question que nous posons. Est-ce le même morceau de matière? Est-ce le même objet fonctionnel? Est-ce le même symbole? Est-ce le même être vivant? Est-ce la même personne? Pour un bateau, cette ambiguïté est déjà troublante. Pour une personne, elle devient presque vertigineuse. Car nous aussi, nous sommes traversés par le remplacement. Nos corps se réparent. Nos cellules se renouvellent à des rythmes différents.
Nos souvenirs se modifient chaque fois qu'ils sont rappelés. Nos idées changent. Notre caractère se déplace lentement. Et pourtant, chaque matin, nous nous rassemblons sous un petit mot très court. Moi. Le corps humain est-il déjà un bateau de Thésée? Il serait tentant de dire que le corps humain est déjà un bateau de Thésée. La phrase est belle, elle circule souvent. Elle suggère que presque toute notre matière change avec le temps et que nous sommes pourtant les mêmes. Mais il faut être prudent. Le corps n'est pas un simple stock de pièces que l'on remplace proprement. Les tissus n'ont pas tous le même rythme. Certaines cellules se renouvellent vite, d'autres beaucoup moins. Et certains neurones peuvent nous accompagner très longtemps. Le corps est un processus, pas un meuble. Une peau cicatrise, un os se remodèle, le sang se renouvelle, l'intestin se répare, le système immunitaire apprend, le cerveau modifie ses connexions. Il y a du changement partout, mais pas n'importe comment. Ce qui nous maintient en vie n'est pas seulement la matière qui reste, c'est l'organisation, les relations entre les parties, les échanges chimiques, les rythmes, les boucles de régulation. Un organisme n'est pas une statue que le temps abîme. C'est une activité qui se maintient en se transformant. Cela rend la question plus subtile. Si une cellule de votre peau disparaît, vous ne disparaissez pas. Si l'on vous greffe une cornée, vous restez vous. Si l'on vous pose une prothèse de hanche, personne ne dit qu'une autre personne est arrivée. Si un cœur est transplanté, la question émotionnelle peut être immense, mais juridiquement et socialement, la personne continue. Nous acceptons donc déjà que la personne ne soit pas identique à chaque morceau de son corps. Mais jusqu'où cette acceptation peut-elle aller? Si une main artificielle remplace une main biologique, êtes-vous encore vous? Oui, presque tout le monde répond oui. Si 2 jambes, puis 2 bras, puis plusieurs organes sont remplacés, la réponse reste souvent oui, parce que l'histoire continue. La conscience continue. Les proches reconnaissent la personne. Mais si l'on remplace le cerveau, là, l'atmosphère change, car nous avons tendance à sentir que le cerveau porte quelque chose de plus proche du centre. Pas parce qu'il serait magique, mais parce qu'il soutient la mémoire, la perception, le langage, les émotions, la personnalité, les décisions. Quand le bateau perd une planche, nous regardons le pont. Quand l'humain perd une partie de son cerveau, nous regardons la personne elle-même. Et c'est là que le vieux paradoxe de bois entre dans la chair. Votre main artificielle est-elle vous prenant une version plus douce? Vous perdez une main. On vous donne une prothèse très avancée. Elle répond à vos intentions. Vous sentez une pression. Vous pouvez saisir une tasse, écrire, toucher une épaule. Au début, vous dites « ma prothèse ». Puis, avec les mois, le geste devient naturel. Vous ne pensez plus à la mécanique. La main artificielle entre dans votre schéma corporel. Un jour, quelqu'un vous demande « Où êtes-vous » Et vous ne répondez pas seulement « Dans mon torse, dans ma tête, dans mon cerveau ». Vous pointez aussi vers cette main qui agit. Nous savons déjà que notre corps vécu n'est pas seulement un inventaire anatomique. Un outil peut presque devenir une extension du corps. Le bâton d'une personne aveugle n'est pas seulement un objet tenu par la main, il devient parfois une manière de sentir le sol plus loin. Un instrument de musique finit par répondre comme une partie du geste. Une voiture, après des années, peut sembler agrandir notre espace d'action. Alors, une prothèse parfaitement intégrée serait-elle seulement un objet ajouté ou une partie de vous? La réponse dépend encore de ce que l'on veut dire par vous. Biologiquement, elle n'est pas faite de vos cellules. Psychologiquement, elle peut appartenir à votre manière d'exister. Socialement, les autres la reconnaissent comme votre main. Juridiquement, si elle frappe quelqu'un,
On ne dira pas que la prothèse est responsable. On dira que vous l'êtes. C'est fascinant. La responsabilité suit l'intention. L'intimité suit l'usage. L'identité corporelle suit l'intégration. Le corps personnel n'est donc pas seulement ce qui est né avec nous. C'est aussi ce qui devient pris dans notre vie. Mais cela ne résout pas tout. Une main artificielle ne parle pas à votre place. Elle ne se souvient pas à votre place. Elle ne décide pas de ce que signifie votre enfance. Elle peut devenir vous, en un certain sens. Mais elle ne devient pas le centre narratif de votre existence. Le problème devient plus profond quand l'objet remplacé n'est plus un membre, mais un morceau de mémoire, d'attention, de caractère. Et là, la question du bateau change de mer. Le cerveau, la mémoire et le fil psychologique, beaucoup de philosophes ont pensé que l'identité personnelle ne dépend pas d'abord de la matière du corps. Elle dépendrait plutôt d'une continuité psychologique. En termes simples, vous restez vous parce qu'il existe un fil entre votre esprit d'hier et votre esprit d'aujourd'hui. Des souvenirs, des désirs, des croyances, des peurs, des habitudes, une manière de reconnaître le monde. La mémoire semble d'abord jouer un rôle central. Si vous vous souvenez d'avoir été cet enfant sur une plage, cet adolescent inquiet, cet adulte qui a fait tel choix, alors vous vous sentez relié à eux. Mais la mémoire seule ne suffit pas. Nous oublions énormément. Vous ne vous souvenez pas de chaque matin de votre enfance. Vous ne vous souvenez pas de toutes les nuits où vous avez dormi sans rêve. Vous avez peut-être oublié des journées entières qui ont pourtant contribué à faire de vous ce que vous êtes. Si l'identité exigeait un souvenir direct de chaque moment, nous cesserions d'être nous à chaque trou de mémoire. Ce serait absurde. Il vaut mieux parler de continuité psychologique. Une chaîne. Pas un seul fil tendu parfaitement droit, mais une série de liens qui se recouvrent. L'enfant n'est pas directement présent dans chaque pensée de l'adulte. Mais il y a des étapes. L'enfant devient adolescent. L'adolescent devient jeune adulte. Le jeune adulte devient cette personne qui écoute maintenant. Chaque étape transmet quelque chose à la suivante, comme une flamme qui passe d'une bougie à une autre. La matière brûlée change. La forme de la flamme change. Mais il y a une relation causale, une continuité du processus. Dans cette perspective, remplacer le corps ne détruit pas forcément la personne tant que le fil psychologique reste vivant. Mais que signifie rester vivant ? Si l'on copie vos souvenirs dans un autre cerveau, ce cerveau aura peut-être une vie mentale très semblable à la vôtre. Mais est-ce vous qui vous réveillez là-bas ? Ou seulement quelqu'un qui vous ressemble parfaitement de l'intérieur ? La copie peut dire « Je suis toi ». Elle peut se souvenir de votre enfance. Elle peut appeler votre mère avec la même voix. Elle peut finir vos phrases. Mais si vous êtes encore là, dans votre corps original, il y a maintenant deux êtres qui prétendent être le même, et deux ne peuvent pas être un de la manière simple dont nous l'espérions. Le bateau de Thésée revient. Cette fois, les planches sont des souvenirs. La machine à téléporter est le réveil impossible. Imaginons une machine à téléporter. Elle scanne votre corps avec une précision parfaite. Chaque cellule, chaque connexion neuronale, chaque souvenir inscrit dans l'état du cerveau. Puis elle détruit le corps original. Et ailleurs, presque instantanément, elle reconstruit un corps identique. La personne qui sort de la machine sourit. Elle dit que le voyage a réussi. Elle se souvient d'être entrée dans la cabine. Elle reconnaît ses amis. Elle répond à son nom. Est-ce vous ? Beaucoup de gens hésitent. Si le processus est instantané et que l'original est détruit, l'intuition de continuité semble forte. On a envie de dire « oui, c'est le même voyageur ».
Mais changeons un détail. La machine scanne votre corps. Elle construit une copie parfaite ailleurs. Mais cette fois, elle ne détruit pas l'original. Vous sortez de la première cabine. Votre copie sort de la seconde. Elle a vos souvenirs. Vous avez vos souvenirs. Elle dit qu'elle est vous. Vous dites que vous êtes vous. Qui a raison? Si la copie était vous dans le premier scénario, pourquoi ne le serait-elle pas dans le second? La seule différence est que vous avez survécu à côté d'elle. Mais votre survie ne devrait pas changer ce qu'elle est. Cette difficulté est l'une des plus puissantes dans les théories de la continuité psychologique. La psychologie peut se ramifier. L'identité stricte, elle, ne se ramifie pas facilement. Une personne peut avoir deux continuateurs psychologiques, mais elle, au sens ordinaire, être entièrement deux personnes distinctes. Alors peut être que nous posons la mauvaise question. Peut-être que dans certains cas extrêmes, il n'y a pas de réponse simple à la question « Est-ce moi ?» Peut-être qu'il y a seulement des degrés de continuité, des ressemblances, des héritages, des responsabilités partagées. Mais notre peur, elle, n'aime pas les degrés. Quand nous demandons si nous survivrons, nous ne demandons pas un pourcentage. Nous demandons si l'expérience continuera de l'intérieur. Est-ce que je fermerai les yeux ici et les rouvrirai là-bas? Ou est-ce qu'une autre personne ouvrira les yeux avec mes souvenirs, pendant que moi je serai simplement terminé? C'est une question presque impossible à regarder longtemps. Elle est calme en apparence. Mais au fond, elle touche la même peur que la mort. Remplacer le cerveau morceau par morceau. La téléportation est brutale. Essayons une version plus lente. Imaginez que l'on remplace votre cerveau morceau par morceau. Pas tout à la fois. Pas avec une coupure nette. Un petit groupe de neurones est remplacé par un dispositif artificiel qui fait exactement le même travail. Vous ne remarquez rien. Vous continuez la conversation, puis un autre groupe, puis un autre. À chaque étape, vos pensées continuent. Vos souvenirs restent accessibles. Votre voix garde le même rythme. Vous ne perdez pas connaissance. Vous dites « Je suis encore là ». Après des années, peut-être que tout le support biologique a été remplacé par un support artificiel. Êtes-vous encore vous? L'intuition de continuité est ici très forte. Il n'y a pas eu de moment où vous avez disparu, pas de copie soudainement créée ailleurs, pas de corps original laissé derrière, seulement une transformation progressive. C'est exactement la force du bateau réparé. Le navire n'a jamais quitté le port, il a seulement changé en continu. Mais une autre voix demande, si le résultat final est entièrement artificiel, et si l'on construisait directement ce même système artificiel à côté de vous, serait-il vous? Probablement pas. Alors pourquoi la lenteur changerait-elle tout? Peut-être parce que l'identité personnelle n'est pas seulement une question d'état final. Elle dépend aussi du chemin. Deux objets peuvent finir identiques par leur structure, mais venir d'histoires différentes. Une cicatrice et une imitation parfaite de cicatrice ne racontent pas la même histoire. Un carnet écrit jour après jour et un carnet imprimé en une seconde avec le même contenu ne sont pas le même objet vécu. Pour une personne, le chemin semble compter profondément. La continuité de la conscience, même imparfaite, donne l'impression que le sujet traverse le changement. Il n'est pas seulement reconstruit, il accompagne sa propre transformation. Mais cette impression pourrait-elle être trompeuse? Si chaque étape est assez petite pour ne pas être remarquée, peut-on perdre son identité sans jamais sentir le moment exact de la perte? C'est peut-être la question la plus inquiétante. Non pas disparaître d'un coup, mais être remplacé si doucement que personne, pas même vous, ne saurait dire quand cela est arrivé.
le regard des autres et le nom que l'on continue jusqu'ici, nous avons regardé l'identité de l'intérieur, le corps, la mémoire, la conscience, la continuité. Mais une personne n'existe pas seulement de l'intérieur. Elle existe aussi dans le regard des autres. Vos proches ne vous identifient pas en vérifiant vos cellules. Ils reconnaissent une voix, une manière d'entrer dans une pièce, une façon de répondre trop vite ou de garder le silence. Ils reconnaissent des souvenirs partagés. Ils reconnaissent une histoire commune. Si votre corps changeait beaucoup, mais que votre manière d'aimer, de rire, de vous souvenir et de vous excuser restait là, beaucoup diraient « c'est encore toi ». La société aussi a besoin de continuité. Elle ne peut pas reconstruire l'identité de chacun à chaque transformation biologique. Elle utilise des noms, des documents, des visages, des signatures, des traces. C'est pratique. Mais ce n'est pas seulement pratique. C'est aussi humain. Nous sommes des êtres racontés. Nous existons dans des histoires que les autres gardent de nous. Un enfant devient adulte, puis vieillit, et pourtant la famille continue de l'appeler par le même prénom. Ce prénom n'est pas une preuve métaphysique, il est un pont. Le bateau de Thésée était peu être le bateau de Thésée aussi parce qu'Athènes continuait de le traiter comme tel. Il avait une place dans la mémoire de la cité. Il servait à relier le présent à un récit fondateur. Mais le regard des autres peut-il suffire? Si une copie parfaite de vous trompait tous vos proches, serait-elle vous pour autant? Ils pourraient être convaincus. Elle pourrait être aimée comme vous. Elle pourrait continuer votre rôle. Et pourtant, de votre point de vue, quelque chose manquerait. L'identité sociale est puissante, mais elle ne remplace pas entièrement la question intérieure. Il y a peut-être plusieurs niveaux. Le vous biologique, le vous psychologique, le vous juridique, le vous familial, le vous raconté par les autres. Dans la vie ordinaire, ces niveaux restent à peu près ensemble. Ils voyagent dans le même corps, sous le même nom, à travers une histoire continue. Les expériences de pensée les séparent. Et dès qu'ils se séparent, nous découvrons que le mot vous était une petite maison où vivaient plusieurs questions différentes. Responsabilité, promesse et identité juridique. Il existe un autre endroit où cette question devient très concrète, la responsabilité. Si vous avez fait une promesse hier, êtes-vous obligé de la tenir aujourd'hui? Oui, normalement. Même si certaines cellules ont changé. Même si votre humeur a changé, même si vous dites « je ne suis plus la même personne », la société ne peut pas permettre à chacun de se libérer de tout passé en invoquant le changement. Nous changeons, mais nous répondons encore de ce que nous avons fait. C'est pourquoi l'identité juridique est plus robuste que l'identité intime. Elle doit fonctionner, elle doit signer des contrats, attribuer des biens, juger des actes, protéger des droits. Mais imaginons des transformations extrêmes. Si une personne remplace progressivement son corps par des prothèses, garde ses souvenirs et ses intentions, il semble naturel de maintenir ses droits et ses responsabilités. Si une copie numérique possède tous ses souvenirs, mais que la personne biologique existe encore, qui possède les biens, qui est marié, qui est responsable des dettes, qui peut voter, la philosophie devient alors une question de droit. Et le droit, contrairement à la métaphysique, doit parfois décider même quand la réalité est floue. Il trace des lignes, il dit « Pour cette institution, cette continuité compte. Pour cet acte, cette preuve suffit. » Ces lignes peuvent être imparfaites, mais elles sont nécessaires. Nous le savons déjà dans des cas plus ordinaires. Une personne peut changer de nom, changer de visage après un accident, perdre certains souvenirs, traverser une transformation psychologique profonde.
Et pourtant, la société doit décider comment maintenir ou modifier ses relations juridiques. Les technologies futures pourraient rendre ces questions beaucoup plus difficiles. Si l'on peut sauvegarder des aspects de la mémoire, si l'on peut augmenter la cognition, si l'on peut connecter le cerveau à des machines, si l'on peut produire des copies comportementales très convaincantes, alors l'identité ne sera plus seulement une question de philosophe au bord d'un vieux navire. Elle deviendra une infrastructure, une question pour les médecins, les juges, les familles, les ingénieurs, les héritiers, les amoureux. Et peut-être faudra-t-il accepter que le droit ne réponde pas à la question ultime. Suis-je vraiment le même ? Il répondra seulement « Pour vivre ensemble, nous allons traiter cette continuité comme suffisante. » Pourquoi nous voulons tellement une réponse nette ? Si le paradoxe nous fascine autant, c'est peut-être parce qu'il révèle notre désir de netteté. Nous voulons savoir, même objet ou non, même personne ou non, survie ou copie, moi ou autre. Mais le monde vivant n'aime pas toujours les lignes nettes. Une rivière reste la même rivière alors que son eau change. Une forêt reste la même forêt alors que ses arbres naissent, tombent, repoussent. Une ville reste la même ville alors que ses habitants et ses bâtiments se remplacent. Une personne reste la même personne à travers une enfance oubliée, des idées abandonnées, des blessures cicatrisées, des amours transformés. Nous vivons déjà dans une identité souple. Mais nous ne le sentons pas toujours, parce que le changement quotidien est lent. Il ne nous oblige pas à choisir. Les paradoxes accélèrent le temps. Ils prennent ce qui arrive doucement et le rendent visible en une seule image. Un bateau dont toutes les planches ont été changées. Un corps dont toutes les parties ont été remplacées. Un esprit copié dans une machine. Deux versions d'une même mémoire qui se séparent. Ces images sont impossibles à oublier parce qu'elles nous montrent ce que la vie cache par douceur. Nous ne sommes pas des blocs immobiles. Nous sommes des continuités. Mais une continuité n'est pas rien. Elle n'est pas une illusion faible. Elle est peut-être exactement la manière dont les êtres vivants existent dans le temps. Le problème vient quand nous exigeons d'elle qu'elle se comporte comme une identité mathématique parfaite. En mathématiques, si A est B et B est C, alors A est C. L'identité est stricte, elle ne tolère pas deux héritiers complets du même objet. Dans la vie ordinaire, nous utilisons parfois une identité plus souple. Nous disons que c'est le même café du quartier, même si le propriétaire, les tables et la peinture ont changé. Nous disons que c'est la même personne, même si elle a changé au point de ne plus reconnaître certaines anciennes opinions. Peut-être que nous avons besoin de ces deux langages. Le langage strict pour penser clairement. Le langage vivant pour habiter le monde. Le paradoxe de Thésée apparaît quand les deux langages se croisent et refusent de se laisser réduire l'un à l'autre. Alors, le vous remplacer existe-t-il encore ? Revenons maintenant à la question du début. Si l'on remplace votre corps, est-ce que vous existez encore ? La réponse honnête dépend de ce qui est remplacé, de la manière dont cela se produit et de ce que nous cherchons à préserver. Si l'on remplace des parties périphériques du corps, l'identité personnelle semble continuer. Une prothèse, une greffe, un implant, une réparation, tout cela peut changer la manière de vivre sans effacer la personne. Si l'on remplace progressivement des supports de mémoire et de conscience, la question devient plus profonde. La continuité du processus pourrait nous pousser à dire oui. Mais l'idée d'une copie parfaite pourrait nous faire hésiter. Si l'on crée deux continuateurs psychologiques, alors l'identité stricte semble se briser. Il peut y avoir deux héritiers de votre histoire, mais pas deux vous uniques au même sens. Peut-être faut-il abandonner l'idée qu'une seule réponse couvre tous les cas. Il y a des continuités corporelles, des continuités psychologiques, des continuités sociales, des continuités narratives.
des continuités juridiques. Dans la vie normale, elles s'entrelacent. Dans les scénarios extrêmes, elles se séparent. Alors, le vous remplacer existe-t-il encore? Si la transformation est continue, si la conscience ne s'interrompt pas, si les souvenirs et les dispositions restent reliés par le bon type de causalité, nous aurions de fortes raisons de dire que quelque chose de vous continue. Mais si l'on parle d'une copie produite ailleurs, même parfaite, il est plus difficile de dire que vous vous êtes déplacé. Il se peut qu'un autre être commence avec votre passé. Un être qui mérite peut-être de la considération, peut-être même de l'amour, mais dont l'existence ne garantit pas que votre expérience, à vous, se poursuive. Cette distinction est rude. Elle montre que ce que nous voulons sauver n'est pas seulement une information. Ce n'est pas seulement un dossier de souvenirs. Ce n'est pas seulement un comportement reconnaissable. Nous voulons sauver le point de vue, le fait qu'il y ait encore un dedans. Une continuité vécue. Et cette chose-là est difficile à mesurer de l'extérieur. C'est pourquoi le paradoxe reste ouvert. Pas parce que nous sommes incapables de penser, mais parce que la question touche à plusieurs couches de notre existence à la fois. Le miroir du futur, robot, IA et double numérique. Le paradoxe de Thésée semble ancien, mais il parle très bien de notre futur, car nous construisons déjà des doubles partiels de nous-mêmes. Nos photos restent quand nous partons. Nos messages gardent des phrases que nous avons écrites dans un autre état d'esprit. Nos profils en ligne continuent parfois de nous représenter après de grands changements. Une intelligence artificielle pourrait apprendre notre style, notre voix, nos choix probables, et répondre d'une manière qui ressemble beaucoup à nous. Mais ressembler n'est pas être. Un double numérique pourrait consoler une famille. Il pourrait raconter nos souvenirs. Il pourrait imiter notre humour. Il pourrait même prédire ce que nous aurions probablement conseillé. Pourtant, la question demeurerait: est-ce une présence ou une trace extrêmement sophistiquée? Nous connaissons déjà cette différence à petite échelle. Une lettre d'une personne disparue peut bouleverser. Elle porte quelque chose d'elle. Mais nous ne confondons pas la lettre avec la personne. Une voix enregistrée peut nous donner l'impression d'un retour. Mais elle ne nous écoute pas vraiment. Les technologies futures rendront cette frontière plus floue. Si un système peut dialoguer avec les souvenirs, les intonations et les préférences d'un être disparu, certains auront envie de dire que cette personne continue. D'autres répondront que seule une image continue. Le bateau de Thésée nous apprend ici une prudence. Il ne faut pas répondre trop vite. Un double peut avoir une valeur réelle sans être identique à l'original. Une trace peut être précieuse sans être une survie. Une continuité sociale peut aider les vivants sans garantir la continuité intérieure de celui qui n'est plus là. Dans le futur, nous aurons peut-être besoin de nouveaux mots. Pas seulement vivant ou mort. Pas seulement original ou copie. Pas seulement humain ou machine. Des mots pour dire « ceci prolonge une histoire », mais ne remplace pas forcément le sujet. Ceci garde une mémoire, mais ne possède peut-être pas le même point de vue. Ceci ressemble à quelqu'un, mais la ressemblance ne suffit pas toujours à faire revenir quelqu'un. C'est une pensée mélancolique, mais elle peut aussi être douce. Nous ne sommes pas seulement des données à conserver. Nous sommes des présences qui traversent le temps. Et une présence, peut-être, ne se copie pas aussi facilement qu'un fichier. La dernière question: qui se réveille vraiment? Il reste une dernière manière de formuler le problème. Elle est très simple, peut-être même trop simple. Lorsque vous imaginez une transformation future, ne demandez pas seulement si les autres vous reconnaîtront. Ne demandez pas seulement si vos souvenirs seront conservés.
Ne demandez pas seulement si votre voix, votre visage ou votre manière de répondre pourront être imités. Demandez ceci. Qui se réveille si un corps nouveau ouvre les yeux avec tous vos souvenirs? Il pourra dire votre nom. Il pourra raconter votre enfance. Il pourra ressentir de la gratitude envers vos amis. Il pourra continuer vos projets. Mais du point de vue de l'expérience vécue, la question reste presque nue. Est-ce que le fil de votre conscience est passé là, ou est-ce qu'un nouveau fil commence avec une copie parfaite de votre passé? Nous ne savons pas encore comment répondre avec certitude. Et peut-être que notre vocabulaire actuel est trop pauvre. Nous parlons de copie, de transfert, de sauvegarde, de continuité, comme si l'esprit était un fichier. Mais une personne n'est pas seulement un fichier. Elle est aussi un point de vue en train de se vivre. Elle est une présence qui ne se regarde jamais complètement de l'extérieur. C'est pourquoi certaines promesses futuristes peuvent sembler séduisantes, puis inquiétantes. Téléchargez votre esprit, conservez votre personnalité, reconstruire votre voix, faire parler un double numérique après votre mort. Toutes ces choses pourraient avoir une valeur. Elles pourraient aider à transmettre. Elles pourraient garder des souvenirs. Elles pourraient même créer de nouvelles formes de relations. Mais elles ne répondent pas automatiquement à la question la plus intime. Est-ce encore moi qui continue? Le paradoxe de Thésée ne détruit pas l'idée d'identité. Il la rend plus humble. Il nous rappelle que la continuité peut être réelle sans être simple, que la ressemblance peut être profonde sans être suffisante, que la mémoire peut relier sans tout garantir, que le corps peut changer sans disparaître, mais que certains changements touchent le centre de notre inquiétude. Peut-être qu'un jour, nos descendants devront choisir des règles pour des cas que nous ne pouvons qu'imaginer. Ils devront décider si un cerveau réparé est encore la même personne, si une copie mérite un statut moral, si un double numérique peut hériter d'un nom, si une conscience artificielle peut porter une histoire humaine. Et ils n'auront peut-être pas une seule réponse parfaite. Ils auront des degrés, des seuils, des conventions, des prudences. Comme nous aujourd'hui, ils devront vivre avec des mots imparfaits. C'est peut-être cela, la leçon la plus calme du vieux bateau. Nous voulons une essence cachée, un noyau qui dise définitivement « ici est le vrai ». Mais souvent ce que nous avons, c'est une histoire continue, fragile, discutée, entretenue. Une identité ressemble moins à un diamant qu'à un feu que l'on garde allumé. Il change à chaque seconde. Il consomme une matière différente. Il tremble avec l'air. Et pourtant, si personne ne l'éteint, nous disons encore, c'est le même feu. Laissez le bateau dans la nuit, il est temps de revenir au port. Le bateau de Thésée flotte encore dans l'obscurité. Peut-être est-il fait de planches nouvelles. Peut-être existe-t-il, quelque part, un second bateau reconstruit avec les anciennes. Peut-être que les deux portent une partie de l'histoire. Peut-être qu'aucun ne possède seul la réponse. La mer bouge doucement, le bois travaille, une corde grince, et la question reste là, sans agressivité. Qu'est-ce qui fait que quelque chose continue? Nous aimons croire que notre identité est solide, un noyau dur, une petite pierre au centre de nous. Mais peut-être sommes-nous plutôt une musique, une mélodie qui se maintient en changeant de notes, un rythme qui traverse plusieurs instruments, une histoire qui n'est jamais seulement faite de papier, mais de voix, de mémoire, de corps et de regard. Cela ne veut pas dire que tout est illusion. Au contraire, une mélodie n'est pas moins réelle qu'une pierre. Elle existe autrement. Elle a besoin de continuité, de relation, d'un passage dans le temps. Peut-être que nous aussi, ce soir, vous n'avez pas besoin de résoudre le paradoxe.
Vous n'avez pas besoin de décider si une copie de vous serait vraiment vous. Vous n'avez pas besoin de savoir combien de changements une personne peut traverser avant de devenir une autre. Il suffit peut-être de sentir ceci. Vous avez déjà changé, beaucoup, et pourtant, quelque chose vous relie à toutes les versions anciennes de vous-même. Pas parfaitement, pas simplement, mais assez pour que vous puissiez dire « j'ai été là ». Demain vous changerez encore, une pensée aura bougé. Une cellule aura été remplacée. Un souvenir aura pris une autre couleur. Et pourtant, le matin vous rassemblera à nouveau sous un nom familier. Moi. Un mot fragile, un mot pratique, un mot mystérieux, comme un bateau que l'on répare pour qu'il puisse rester sur l'eau, comme une lumière que l'on protège du vent, comme une question que l'on n'éteint pas, parce qu'elle nous aide à mieux dormir avec notre propre étrangeté. Alors laissez le vieux navire s'éloigner un peu. Laissez les planches, les souvenirs et les miroirs se déposer. La nuit n'a pas besoin d'une réponse définitive. Elle peut garder le paradoxe doucement. Et vous pouvez simplement respirer. Encore vous. Peut-être jamais exactement le même, mais encore ici. Pour ce soir, c'est assez.